Salut à tous, on se retrouve pour la config du mois de décembre 2015, spécial Noël. Alors, c'est Noël, c'est la fête, et donc la config du mois va, comment dire, monter un peu en gamme, puisqu'on passe à une config gamer pour 1400 €. Donc là, ça commence à devenir du lourd, mais bon, au moins vous avez du matériel qui va être costaud. Alors on commence tout de suite le matériel, justement, par le processeur, puisque je pars sur mon choix pour ce mois-ci, a été donc le Core i5 6500. Donc le Core i5, ce qui signifie qu'on est sur un processeur quad-core, 6500, donc c'est du Skylake. 6500, donc c'est la version 3,2 GHz de base, 3,6 GHz turbo. Comme j'ai dit, Core i5, donc on est sur un quad-core, il embarque 6 mégaoctets de cache L3, socket LGA 1151 évidemment. Le contrôleur mémoire est compatible, DDR3 Low Voltage et DDR4. Il embarque évidemment une IGP, une Intel HD Graphics 530 qui montera jusqu'à 150 MHz. Attention, mais de toute façon, l'IGP, franchement, sur les processeurs comme ça, c'est un peu limite. Donc on est sur un Core i5 Skylake, donc l'architecture c'est du Skylake gravé en 14 nanomètres. Le TDP annoncé est de seulement 65 watts. J'en doute un peu, je pense qu'on va monter, enfin que ce processeur monte au-dessus, mais bon, 65 watts, pourquoi pas. C'est le TDP annoncé toujours. Voilà pour le CPU, on passe ensuite à la carte mère. Donc la MSI Z170 Gaming M3, alors MSI c'est la marque, Z170 c'est le chipset, le Z, donc Z170 c'est le chipset, le A c'est pour ATX, Gaming c'est parce que c'est la gamme Gaming, et M3 c'est tout simplement parce que c'est la petite, on va dire, de la gamme Gaming. La Z170 Gaming M3, donc enfin Z170A Gaming M3. C'est une carte donc gaming, socket 1151, chipset Z170 Express. Elle embarque 4 slots de DDR4 qui montera normalement jusqu'à la DDR4 3600, donc vous avez, vous avez de la marge au niveau des fréquences. Compatible dual channel pour le contrôleur mémoire, enfin pour le contrôleur mémoire qui est intégré au CPU, mais pour la mémoire, la RAM est compatible dual channel. 16 Go maximum par slot de RAM et 64 Go évidemment en total. Normalement, c'est la quantité de mémoire maximale que vous pourrez mettre sur cette carte mère. La carte mère, donc, elle a également, très important, deux connecteurs PCI Express 3.0 16X, deux connecteurs PCI Express 1X et 3 connecteurs PCI. Elle est compatible Crossfire et SLI. Pour ce qui est un peu des options, de tout ce qui est annexe, on va trouver un contrôleur audio Realtek ALC 1150 avec 8 canaux, une carte réseau Qualcomm Atheros Killer E 2400 compatible 10-100 000 mégabits seconde. On va trouver également un connecteur SATA qui permettra de gérer jusqu'à 6 SATA 6 gigabits seconde, révision 3.0, plus 2 SATA Express, plus un slow M2 compatible PCI Express 3.0, câblé en 16X et SATA 6 gigabits, donc là autant dire vous avez du choix. La carte supporte le RAID 0, le RAID 1, le RAID 5, le RAID 10. Elle embarque également 5 connecteurs pour ventilateur, une sortie audio optique, une sortie HDMI, une sortie DVI, deux ports USB 2.0, un connecteur PS2 pour clavier souris, une prise RJ45, 5 prises jack pour le stéréo et tout le bazar, et 6, surtout c'est le plus important, 6 ports USB 3.1. Ça c'est le gros point fort de cette carte. C'est une carte évidemment ATX, elle fait 305 mm de long, 244 mm de large, et elle est évidemment orientée gaming. On continue ensuite avec la RAM. Alors j'ai choisi de la Corsair Vengeance LPX en 8 Go, donc 2 fois 4 Go. C'est de la DDR4 2666 K latency 16. Alors j'ai choisi de la Corsair, mais rien ne vous empêchera de choisir une autre marque. J'ai surtout choisi parce que c'est-à-dire le type de RAM que vous pourrez trouver pour ce tarif-là et pour cette config. Donc ce que je vous reconseille, c'est un mélange de recommande et conseil. Donc ce que je vous recommande, c'est un kit avec deux barrettes en 2 x 4 Go pour de la DDR4 2666 ou 2400 éventuellement. Et éventuellement, il sera possible d'opter pour un kit 2 x 8 Go pour passer à 16 Go de RAM, ce qui serait une bonne idée. Bon, personnellement, 2 x 8 Go ça peut suffire, mais n'hésitez pas si vous pouvez à passer à 16 Go de RAM, c'est toujours un petit plus. Donc évidemment, on est sur de la DDR4. Alors, comme je disais, rien ne vous empêchera d'acheter de la mémoire cruciale, de la mémoire
Kingston ou n'importe quelle autre marque, hein. Moi j'ai choisi Corsair parce qu'il tombait pile, on va dire, dans mes tarifs et tout. Mais si vous avez de la RAM de chez, je sais pas moi, G-Skill qui vous fait plaisir, bah vous pouvez vous lâcher, hein, vous inquiétez pas. La RAM, ça reste la RAM, hein, c'est pas non plus l'élément le plus important de votre PC. Par contre, l'élément le plus important, c'est sur nous celui qui va suivre. Il s'agit évidemment de la carte graphique. Alors j'ai choisi la MSI R9 390 Gaming 8 Go. Donc ce sont les nouvelles R9 390 qui ne sont rien d'autre que du renommage des anciennes R9 290 avec 2 fois plus de mémoire vidéo, c'est tout. La carte, donc, c'est évidemment la R9 390, c'est l'équivalent, on va dire, de la GTX 970 de chez Nvidia. Si vous voulez, vous pouvez opter pour une 970. Bon, pour des raisons que j'aime, et alors le problème c'est qu'il me faudrait une vidéo entière en fait pour expliquer pourquoi est-ce que je préfère une 900, pourquoi est-ce que je préfère la R9 390 à la 390X, mais moi en gros je vous recommande la 390. Ce serait un peu long à expliquer, il y a énormément de raisons, mais voilà. Mais bon, si une GTX 970 vous fait plaisir, vous pouvez vous lâcher, sachant qu'elles sont un peu plus chères, hein, puisque la carte là vaut 375 € environ. Sachant qu'une 970 vaudra 10, 15, 20 € de plus. Pour les performances qui sont à peu près égales, hein, je tiens à le dire quand même. Donc le GPU il tourne à 1060 MHz, la mémoire elle est à 125, 125 non, est à 1525 MHz, c'est de la GDDR5, il y en a 8 Go interfacée en 512 bits avec le GPU. La carte est compatible Crossfire, évidemment, hein. Elle supporte DirectX 12, toutes les dernières technologies. Les sorties vidéo, on a une prise HDMI, deux prises DVI qui sont en DVI D, une prise DisplayPort, et c'est tout. La carte a besoin d'un connecteur PCI Express 8 pins et un connecteur PCI Express 6 pins pour être alimentée. C'est une carte évidemment gaming. Elle est compatible, donc, comme je vous disais, avec le DirectX 12, hein, le FreeSync évidemment, hein, si vous avez les écrans compatibles. Enfin, il y a beaucoup de technologies, hein, vous savez que les cartes maintenant sont compatibles avec beaucoup comment dire, d'API et tout le bazar, hein, puisqu'elle est compatible DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 1.2. La carte, d'ailleurs, on va parler un peu de ses capacités, puisqu'elle pourra vous sortir une image. Enfin, elle est compatible bi-écran HD 4K, hein, donc là, il n'y a aucun problème. C'est une carte, évidemment, une très bonne carte. Pour le format de la carte, elle fait 277 mm de long, 129 mm de large et 51 mm d'épaisseur. On continue ensuite avec le stockage. Alors le stockage, on va passer au SSD évidemment, hein, mais on va passer quand même à une gamme supérieure de SSD par rapport à ce que je vous conseille habituellement. Parce qu'on va passer sur un Samsung 850 Pro en version 256 Go. Donc le 850 Pro, il exploite de la V-NAND 3D de chez Samsung, hein, c'est quand même eux qui la produisent. Pour ce qui est des particularités de ce SSD, donc je vous conseille du moins celui qui a la capacité de 256 Go, c'est celui que je vous conseille pour cette gamme, pour ce tarif on va dire, mais rien ne vous empêchera d'opter pour un 512 si vous pouvez. Il est compatible SATA 6 Gb, SATA 3, hein, SATA 6 Gb. Évidemment, je tiens à dire quand même, tous les SSD et disques durs sont rétro-compatibles avec les anciennes normes. Donc c'est un SSD qui fait de très bonnes performances puisque il monte à 550 mégaoctets secondes en lecture et 520 mégaoctets secondes en écriture, et il est garanti 10 ans, donc comme quoi Samsung a un minimum de confiance en ses produits. Évidemment, donc c'est le format évidemment du SSD, c'est 2,5 pouces et il fait 7 mm d'épaisseur. Voilà, bon, pour le SSD. Ensuite, évidemment, on ne va pas se contenter d'un SSD de 256 Go. On va passer sur du stockage de masse, on va dire, puisqu'on va partir sur un Seagate Barracuda 7200 tours par minute, un disque dur 3,5 pouces, compatible SATA 6 Gb seconde, dans sa version de Teraoctet, donc histoire de mettre toutes vos données, vos jeux, vos films, vos vidéos, vos photos, enfin, tout ce que vous voulez stocker, hein, je m'en fous. Mais voilà, au moins on ait un stockage lourd à côté qui vous permette de tout ranger. Ça peut toujours, enfin ça sert, hein. Il faut savoir que les configs aujourd'hui avec un SSD plus un HDD, ça se fait assez bien, hein. C'est même assez simple d'installer par exemple uniquement les jeux sur le disque dur et d'installer par contre les programmes sur le SSD. Ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire, comme ça ça sature pas trop le SSD, parce que quand on voit des jeux à 40, 50, 60 gigaoctets,
c'est sûr que ça va très vite si vous les mettez sur le SSD. Donc ensuite, on continue avec l'alimentation, un point crucial puisqu'on a quand même une carte graphique qui consomme pas mal. Et je suis parti sur une Corsair RM750i. Alors vous savez que peut-être que Corsair a refait sa gamme milieu de gamme justement, puisque jusqu'à présent il y avait les RM, mais les RM sont en voie de disparition on va dire, puisqu'elles ont été remplacées par deux modèles, les RM-i, comme celle-ci, qui ont en fait la particularité d'avoir le Corsair Link, et les RM-X qui sont tout simplement dépourvus de Corsair Link. C'est la seule différence qu'il y a entre ces deux types d'alimentation, c'est le Corsair Link qui est présent sur les i et qui n'est pas présent sur les X. Autrement, les alimentations sont exactement identiques. Donc là, c'est une 750 watts, certifiée 80+ Gold, avec un ventilateur de 135 mm qui a la particularité de s'éteindre lorsque l'alimentation est en dessous de, je crois que c'est 30 ou 40% de charge, ce qui laisse quand même pas mal de marge. Pour ce qui est de l'alimentation, on va faire un peu le tour des connecteurs. On a un connecteur ATX 20+4, 24 pins, un connecteur CPU 4+4, donc 8 pins CPU, 4 connecteurs PCI Express 6+2. Donc là au moins vous pouvez être tranquille hein, au niveau des cartes graphiques, hein, l'alimentation, enfin, j'y reviendrai après. 8 connecteurs SATA, 2 connecteurs disquettes et 4 connecteurs Molex. L'alimentation est full modulaire, ça c'est un point positif, hein, il n'y a aucun câble qui reste derrière, donc ça vous permettra de faire un montage extrêmement propre. Elle est compatible évidemment, c'est là que j'en viens, au SLI et au Crossfire. Elle fait 86 mm de haut, 150 mm de large et 180 mm de longueur, le plus important. Elle pèse 1,93 kg. Bon voilà, je dis ça comme ça sert pas à grand chose. Sachez quand même qu'elle a été récompensée par Cocotte qui lui a mis un cocotte d'or. Petite certification. Hein. Mais c'est vrai, hein, si vous ne connaissez pas le site Cocotte-Land, je vous invite à rechercher, parce que c'est un très bon site internet qui teste beaucoup de hardware informatique, et qui, comme ça, lorsqu'il rencontre des bons produits, il leur met une petite certification, un petit approuvé si vous voulez, et cette alimentation est certifiée Gold. Au niveau elle a eu la récompense Gold de chez Cocotte-Land, donc autant dire que ça doit être du bon matos. On continue ensuite avec le boîtier, donc j'ai choisi le Be Quiet Silent Base 800, Silent Base 800, non justement, Silent Base 600, version fenêtrée. Le 600 donc qui est justement le petit frère du 800, c'est un nouveau boîtier qui est sorti il y a quelques semaines chez Be Quiet, donc c'est leur deuxième boîtier. C'est un très bon boîtier, compatible carte mère ATX, micro ATX, mini TX. Je vais essayer de finir la description du boîtier sans bégayer, sans me rater. Elle est en acier, enfin c'est pas un châssis aluminium, hein, c'est un châssis en acier. C'est une tour plutôt gaming. C'est une très bonne tour, hein, franchement je trouve que c'est très bien. On va faire un peu le tour de tout ce qu'il y a disponible. Elle a 7 slots PCI. 3 emplacements 3,5 pouces, 3 emplacements 2,5 pouces, 3 emplacements 5,25 pouces. La façade, disons qu'en façade vous aurez une prise jack 3.5, une prise casque 3.5 et 2 ports USB 2.0 et en plus 2 ports USB 3.0. Donc là autant dire que vous avez ce qu'il faut au niveau des connecteurs. Le boîtier donc dispose d'un emplacement 120 mm à l'arrière dans lequel vous trouverez un Be Quiet PureWings 2 qui sera fourni d'origine. Elle a également deux emplacements 140 mm en façade dans laquelle vous trouverez un Be Quiet PureWings 2 encore de fourni. Elle a également un emplacement 120 ou 140 mm sur le côté, c'est latéral. Bon là par contre vous n'avez aucun de fourni, il n'y a pas de ventilateur de fourni à cet endroit là, et vous avez également deux emplacements 120-140 en haut, sur le haut, mais vous avez encore une fois aucun ventilateur de fourni. Donc vous avez deux ventilateurs qui sont fournis d'origine, hein, un à l'avant et un à l'arrière. Vous pourrez éventuellement en rajouter, ça peut être une bonne idée, mais c'est déjà pas mal. Et en plus, ce sont des PureWings 2, les ventilateurs de chez Be Quiet, qui sont d'excellents ventilateurs, j'en possède un, et franchement, ce sont les meilleurs ventilateurs que j'ai. Bon, je n'ai pas testé encore vraiment les Noctua, mais en tout cas, ce sont déjà des excellents ventilateurs. Donc pour les ventilos de boîtier, c'est vraiment déjà du pas mal. Donc autant dire que Be Quiet ne se fout pas de nous en nous mettant des PureWings 2. Pour la taille de la tour, les caractéristiques physiques, comme ils appellent ça, c'est une tour qui est trop volumineuse, mais elle prend quand même un peu de place, mais ça reste correct, puisqu'elle fait
230 mm de large, 493 mm de haut et 495 mm de profondeur pour un poids d'environ 8 kg. Voilà pour le boîtier. C'est un bon petit boîtier, hein, pour 125 €, c'est une tour qui est vraiment excellente, hein. C'est du bon matos, c'est du Be Quiet, c'est allemand, c'est quelque chose de bien. On continue ensuite avec le système de refroidissement. Bon, oui, parce qu'on a quand même une configuration à 1400 € avec du bon matériel, donc on va pas laisser le ventilrad d'origine Intel. On va partir sur un Corsair H60, donc de la série Hydro. Donc un système de water cooling tout en un de chez Corsair, c'est le petit H60, donc c'est pas le plus petit de la gamme, hein, il y a le H55 qui est en dessous il me semble, mais c'est un très bon système de refroidissement malgré son prix, hein, seulement 85 €. Ça reste quand même un système de refroidissement qui apparemment fait bien son job. Pour ce qui est comment dire, des caractéristiques, hein, évidemment la compatibilité est totale, puisque compatible tout socket, hein, l'AM2, l'AM3, l'Intel 1366, 1156, 1155, 2011, 2011 V3, 1150, 1151, enfin là il n'y a aucun problème avec la compatibilité du waterblock. Alors j'ai oublié de dire, c'est un système de refroidissement avec un radiateur de 120 mm. Vous aurez également un ventilateur 120 mm de fourni qui apparemment n'est pas trop mal parce que c'est un ventilo qui monte à 30, à 30 décibels en charge au maximum et pour un débit de 54 CFM. Donc c'est censé être un plutôt pas mal ventilateur, mais ce sont les ventilos Be Quiet, non justement, ce sont les ventilos Corsair qui seront moins bien que les Be Quiet. Donc je vous conseille éventuellement de changer ce ventilateur, puisque autant les Be Quiet qu'on a vu dans le boîtier juste avant sont plutôt pas mal, autant ceux-là sont un peu douteux, hein, ils sont pas exceptionnels on va dire, donc je vous conseillerais de le changer celui-là. Et justement d'ailleurs de racheter un deuxième PureWings 2 et de faire carrément un push-pull pour être tranquille, ça c'est ce que je vous conseille de faire. Voilà, est-ce que je peux parler de la pompe, si j'ai des informations sur les pompes, parce qu'on a très peu d'informations sur la pompe. Pour finir avec le ventilateur, donc c'est un 120 mm, il tourne à 1800 rotations par minute minimum et 2200 maximum, donc il a une plage qui n'est pas si énorme que ça, 54 CFM comme je l'ai dit, et environ 30-31 décibels normalement à fond. Le radiateur est en aluminium, la base est en cuivre. Le radiateur fait 27 mm d'épaisseur, il me semble, c'est plutôt pas mal, ce qui devrait assurer une dissipation relativement correcte. Voilà, j'en ai fini pour cette config à peu près 1400 €. Une bonne grosse config comme on les aime. Enfin voilà, c'était la config du mois de décembre, spécial Noël. Alors on se retrouve le mois prochain, au mois de janvier, on verra après pour une config qui devrait normalement être moins chère, ça c'est sûr. On verra s'il n'y a pas des bonnes affaires à faire justement. Juste après Noël, des fois on peut avoir des bonnes surprises, des baisses de prix, des produits qui commencent, on va dire, à être un peu vieillissants éventuellement et qui peuvent être tout à fait valables encore. Mais malheureusement, les constructeurs ont décidé d'en baisser les prix et ça peut parfois être bien pour nous, quoi. Donc on se retrouve le mois prochain pour une prochaine config du mois. En attendant, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Et n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous monter votre PC, sachez que c'est très facile. Voilà, donc salut à tous.